Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Ou s'agit-il d'un lapin? D'un visage qui rit? Ou plutôt de mer déchaînée? Les humains aiment à regarder la Lune pour s'y mirer eux-mêmes et recherchent à sa surface des figures familières. La Lune est-elle lisse? Voilà la première question qui divise les Grecs dans l'Antiquité. À la suite d'Aristote, on considère que oui, le monde supralunaire n'est que perfection. Il est régulier et sphérique, poli et plat. Il faut attendre la création des lunettes pour que Galilée nous détrompe en découvrant les montagnes de la Lune en 1610. Et dès lors, les cartographes, que l'on nomme sélénographes quand il s'agit de la Lune, vont avoir à cœur de nommer les reliefs aperçus. La typologie proposée par Riccioli et Grimaldi en 1651 n'est pas la première, mais celle qui finira par s'imposer. Les cratères sont dotés de noms d'astronomes et de personnages célèbres, tandis que les mers reçoivent des noms liés à la météorologie ou à des traits de caractère. Des mers qui n'ont de mer que le nom, puisqu'il s'agit en réalité de larges et sombres plaines basaltiques formées par d'anciennes coulées volcaniques. Décidément, la Lune ne nous dit pas tout. D'ailleurs, elle nous cache depuis toujours et à jamais une de ses deux facettes. Car elle met exactement le même temps pour faire un tour sur elle-même et pour faire le tour de notre planète. Elle garde donc un hémisphère entier en permanence tourné dos à la Terre. La face cachée de la Lune, qui fut observée la première fois par la mission Apollo 8 en 1968, présente, il est vrai, un tout autre visage, une figure écorchée. De multiples cratères, des montagnes, des bosses, des trous, et si peu de ces étendues sombres que l'on appelle les mers. Si l'on observe autant la Lune, peut-être n'est-ce pas tant pour connaître la lanterne de nos cieux que pour rêver d'un ailleurs. Une forme de terre bis, plus lumineuse et nocturne, plus fêtarde et sensible.